Ok, impeccable. Bien, bonsoir, bonsoir, oui, bonjour à toutes et à tous, selon l'endroit du globe où vous nous regardez, c'est clair. Bienvenue dans ce nouveau live encore. On se retrouve au bout de quelques mois sur ce nouveau live Horace Birdshot, un live Horace Birdshot tout à fait particulier aujourd'hui, qui vous intéressera tout particulièrement, puisque nous avons avec nous le professeur Monet. Bonsoir, professeur. Bonsoir à tous ou bonjour à tous. Oui. Donc, oui, professeur, s'il y en a quelques-uns qui ne vous connaissent pas encore, ils ne doivent pas être nombreux, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît, ou succinctement, comme vous le voulez? Absolument. D'abord, je voudrais vous remercier, Sylvain, pour l'animation en général de cette association de patients. En tant que nous, professionnels, c'est très confortable de pouvoir s'appuyer et très réconfortant pour nos patients d'avoir recours à ce type d'association. Alors, pour me présenter en deux mots, moi je suis professeur d'université à l'hôpital Cochin. J'ai une formation en immunogénétique, ce qui m'a conduit à m'intéresser particulièrement aux maladies inflammatoires oculaires. Et dans, on va dire, le sous-groupe des maladies inflammatoires, je suis un spécialiste des maladies qui ont un lien avec le système HLA, au premier rang desquels la maladie de Birdshot, puisque comme vous le savez probablement, c'est le plus fort lien entre un système HLA, le A29, et une maladie. Mais je m'occupe aussi des malades qui souffrent de spondylarthropathie et d'uvéite, avec le lien avec le HLA B27. Voilà, je suis aussi chirurgien par ailleurs et j'ai initié ma recherche sur la maladie de Birdshot aux États-Unis.
et ça fait pile 20 ans, donc c'est presque un anniversaire, parce qu'en 2003, j'étais à Los Angeles pour justement mettre en route le suivi de notre cohorte de patients souffrant de maladie de Burchett. Donc c'est un anniversaire ce soir aussi. Avec le professeur Levinson, j'imagine. Avec le professeur Levinson, Gary Holland et le professeur Antoine Brézin. Absolument. Ok, très bien. Voilà, ça c'est clair. Donc, a priori, vous en connaissez un rayon sur le birdshot, et ça tombe bien, puisque nous aurons des questions avec vous, pour vous. Sachez que pour les gens qui nous regardent actuellement, merci d'être présents. Ça c'est la première chose. Je sais très bien que l'immense majorité des gens nous reverront en replay, j'espère par centaines, à savoir que la vidéo précédente que nous avions faite avec le professeur Monet, le professeur Brézin et le professeur Cohen avait dépassé les 2000 vues. Donc 2000 vues, c'est assez considérable pour une maladie qui représente assez peu de monde, il faut dire ce qui est, sur l'ensemble du globe. Donc c'est une excellente chose. Sur cette chaîne Horus Birdshot, vous pourrez retrouver toutes les vidéos que nous avons pu faire, notamment, et les très importantes, les 12 derniers mois, sur une quinzaine de témoignages de malades, ce qui représente à peu près une vingtaine d'heures d'interview. Donc, c'est un gros travail que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Je vous mettrai en dessous les liens vers cette chaîne. Je pense que ça sera extrêmement intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, voilà. Je pense qu'on va terminer sur la chose suivante, c'est que on va faire ça en 4 parties. La première partie, nous allons parler de la maladie de manière générale. Alors, le but du jeu, en ce qui me concerne, c'est de demander les choses que vous me demandez à moi, mais auxquelles le professeur Monet pourra répondre de manière bien plus professionnelle, c'est clair. La deuxième chose, ça sera sur les traitements. Les différents traitements que vous connaissez tous ou que vous ne connaissez pas encore, ou que vous avez commencé, et je pense à certaines personnes en particulier. Ensuite, sur la recherche, ce qui existe actuellement, le futur, les différentes choses qui existent à ce jour. Et puis, je sais que vous m'avez posé une petite dizaine de questions, ce qui est assez faible. Je pense que j'ai fait trop de publications et vous en savez trop pour l'évolution de la maladie, vous voulez plus me poser de questions. Et ça, c'est bien dommage. Mais j'en ai retrouvé quelques-unes quand même qui pourront nous intéresser et intéresser tout le monde. Je pense que c'est surtout un live qui va intéresser les nouveaux arrivants et puis également les personnes qui sont là depuis assez peu de temps, en fait, tout simplement. Pour les anciens, ils connaissent assez bien la maladie, je dirais malheureusement. Professeur Monet, on est parti ? Oui. On m'a demandé de rien préparer, donc... Rien. Non. Alors, le but du jeu, ce soit convivial. Bien entendu, si vous avez d'autres questions à poser en cours de route, vous pouvez le faire dans les commentaires. Là, je parle à ceux qui sont derrière les écrans. Première question, la question qu'on pose systématiquement et qu'on doit certainement vous poser aussi, professeur. Est-ce qu'on devient aveugle avec un birdshot ? Alors, c'est une très bonne question avec une réponse qui est difficile. On va dire que dans l'immense majorité des cas, non. Notamment pour les patients qui sont suivis et chez qui le diagnostic a été fait le plus précocement possible. Après, malheureusement, on doit déplorer quelques patients qui répondent à la définition d'une cécité légale. Et c'est vrai que dans ce groupe de patients, c'est des patients qui soit ont été diagnostiqués très tardivement, donc n'ont pas pu bénéficier de l'effet freinateur des médicaments, et on parlera des traitements plus tard. Il y a aussi malheureusement un groupe de patients qui n'est pas observant. On sait que certains patients, pour certains patients, c'est plus compliqué de venir au rendez-vous, de suivre les recommandations médicales, et on ne leur jette pas la pierre. Il y a plein de raisons à cela. Parfois la distance avec les centres experts, parfois soit même un manque de confiance dans les médicaments, parfois des effets secondaires qui sont au premier plan et qui incitent les patients à ne plus prendre les médicaments. Tout ça, c'est autant de facteurs de risque, on va dire, à une évolution défavorable de la maladie. Et puis aussi des formes très graves de la maladie. La maladie de Burchett, c'est quand même une maladie très hétérogène en termes de présentation. Et donc, quand on dit maladie de Burchett, finalement, il y a peu de patients qui ont exactement la même forme de maladie. Il y en a qui ont des formes absolument bénignes, qui d'ailleurs ne nécessiteront aucun traitement tout au long de leur vie. Et puis à l'autre bout du spectre, il y a des formes qui sont très inflammatoires, souvent qui commencent un peu plus tôt, et qu'on a du mal parfois à maîtriser, même avec l'arsenal thérapeutique de 2023, et qui vont aboutir malheureusement à une destruction progressive de la rétine. Maintenant, si on parle de pourcentage,
on vient de publier, justement pour répondre un peu de manière spécifique à cette question, on a pris tous les patients qui souffraient de maladie de Burchott à l'âge de 80 ans ou plus. Et on s'est dit, voilà, à la fin de la vie de ces patients, qu'est-ce qu'ils voient? Et on s'est rendu compte que le pourcentage était à peine plus défavorable que celui de la population générale. On parle d'une petite dizaine de pourcents, mais il faut voir aussi que dans la population générale, il y a d'autres maladies qui peuvent perturber la vision, au premier rang desquelles la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et on a une petite impression, alors elle n'est pas prouvée parce que ce serait des statistiques un peu complexes, et la maladie de Burchott est trop rare pour le démontrer, mais que les patients qui sont atteints de maladie de Burchott seraient protégés de la dégénérescence maculaire. En tout cas, on n'en observe quasiment pas. Donc ça peut être un petit élément réconfortant. Certes, vous avez une maladie de Burchott, mais vous ne souffrirez pas de dégénérescence maculaire. D'accord. Donc l'un dans l'autre, ce qu'on perd d'un côté, on peut peut-être le gagner de l'autre. Ça, c'est clair. Exactement. Maintenant, les pourcentages à la fin de vie sont plutôt réconfortants et quasiment ceux de la population générale, encore une fois. Je sais que. On va vous transmettre le papier. Alors, il est en anglais, malheureusement, parce que les publications sont en anglais. Rassurez-vous, je l'ai déjà publié et je l'ai déjà expliqué parce qu'effectivement, on avait discuté avec le professeur Brézin qui venait de le sortir et qui m'avait envoyé par mail en fait tout simplement, me disant que 75% des gens qui avaient plus de 80 ans continuent à conduire. Exactement. Ouais, un beau résultat. Simplifier les choses, donc ça permet de dire qu'ils voient encore clair, quoi. A priori, je l'espère. Absolument. Autre question qui peut venir également, c'est quelle différence y a-t-il entre une rémission et une guérison? Et est-ce qu'on observe ça dans Burchott? Alors nous, on n'aime pas parler de guérison. Alors c'est un peu triste. Effectivement, on va plutôt parler de rémission s'agissant de la maladie de Burchott. Pourquoi? Parce que c'est une maladie génétique, en grande partie, c'est une maladie environnementale. Et si vous voulez, même si on arrive à calmer la partie inflammatoire de la maladie, tous les facteurs de risque et toute la maladie restent là. C'est pour ça qu'on préfère parler de rémission. L'autre, entre guillemets, bénéfice de parler de rémission, c'est que le patient va continuer à se faire suivre. Et quand on parle de guérison, c'est aussi un fait, c'est bon, je n'ai plus besoin de suivi ophtalmologique, ce qu'on ne pense pas. Alors, pour autant, est-ce qu'on pourrait ne pas parler dans certains cas de guérison? Si, parce que c'est vrai qu'il y a des patients qui ne rechutent jamais, notamment les patients qui ont été traités à la phase inflammatoire avec un traitement immunosuppresseur assez fort pendant 4 ou 5 ans, qu'on arrive à éteindre, à interrompre, et on ne voit jamais la maladie repartir. Donc, on pourrait en fait rétrospectivement parler de guérison. On préfère rémission pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, et parce qu'on pense que la maladie reste malheureusement toujours présente et est éteinte en fait. C'est plutôt ça, d'où le terme de rémission qu'on utilise plus volontiers. Dans la cohorte dans laquelle dont vous vous occupez ou dont vous avez connaissance, est-ce qu'il y a des cas que vous pourriez qualifier de guérison justement? Oui, vraiment, clairement. Alors, dans la cohorte qu'on suit, il y a environ un tiers de patients qui sont dits en rémission, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient plus de traitement, qui ont eu des traitements par le passé, qui actuellement vont bien, sans forme inflammatoire, sans inflammation en tout cas décelable. Et parmi eux, je pense qu'il y a une bonne moitié qu'on pourrait qualifier de guérison. Parce qu'on sait qu'ils ne vont jamais reprendre. Voilà. Alors, on a quelques mauvaises surprises, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas d'inflammation et on voit pourtant certaines formes à très très bas bruit, probablement avec des champs visuels qui se dégradent très progressivement. Ça, c'est des formes un peu plus pernicieuses. Nos traitements sont moins efficaces dans ces formes-là et on se demande si ce n'est pas les séquelles d'une forme inflammatoire très violente initiale. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Dans la maladie, autre question, et dernière question concernant réellement la maladie. Dans cette maladie, qu'est-ce qui se dégrade en fait dans la rétine? Ce sont les capteurs, qu'est-ce qui se passe en fait pour que on voit moins? Qu'est-ce qui, physiquement entre guillemets, je parle même pas au niveau génétique. Oui, c'est une très très bonne question. Alors, on parle de choriorétinopathie. C'est-à-dire qu'on pense qu'en fait, la maladie, au départ, elle serait localisée dans la choroïde, c'est-à-dire en gros la couche nourricière de la rétine, qui subirait une inflammation
peut-être même que les taches qu'on voit représentent des formes d'amas de lymphocytaires ou de pseudogranulomes. Et c'est à partir de là, finalement, que la rétine va petit à petit être attaquée par des lymphocytes qui vont créer de l'inflammation. Alors, à terme, pourquoi on ne voit pas? Il y a plusieurs raisons, hein, mais on va dire que il peut y avoir d'abord une destruction du champ visuel. Donc là, c'est plutôt les fibres nerveuses qui sont atteintes, le nerf optique, liées à une inflammation. Ça peut être l'inflammation persistante. Il y a, quand c'est la macula qui est atteinte, plutôt une dégradation des cônes et des photorécepteurs. Et puis, quand c'est la périphérie, de temps en temps, c'est la rétine périphérique qui souffre. Et on peut se dire que c'est les bâtonnets qui sont atteints en premier plan. Mais il n'y a pas, si vous voulez, une cellule cible unique, identifiée en tout cas dans la maladie de Burchett. Ouais. D'accord. C'est toute plutôt la une difficulté, en fait. globale. Ouais. Ah oui, ok. Ok, très bien. Bon, sur les maladies, en gros, après, on reviendra sur les autres questions un peu plus précises après. Si on parle maintenant des traitements, on va aller dans l'ordre, mais pourquoi prendre tel traitement plutôt qu'un autre traitement, entre guillemets? Vous savez, généralement, quand on vient vous voir pour la première fois, généralement, et c'est presque systématique, on va vous parler de bolus de solumédrol. On va passer un certain temps, on va prendre un bolus de cortisone très fort. À quoi ça sert? Alors, ça aussi, c'est une bonne question. Dans la maladie de Burchett, on distingue en fait 3 étages thérapeutiques. Donc, il y a la phase initiale, souvent quand le diagnostic vient d'être fait, et très souvent, le diagnostic est fait de manière concomitante à une inflammation qui est assez importante. Donc, le patient peut avoir une dégradation de l'acuité visuelle, beaucoup de corps flottants dans sa vision, un œdème maculaire dans le pire des cas. Et donc là, on va traiter l'inflammation initiale. C'est là qu'on peut avoir recours soit au bolus de corticoïdes. Donc les bolus de corticoïdes sont réservés aux formes les plus inflammatoires, souvent bilatérales et souvent avec atteinte de la macula sous forme d'un œdème maculaire. Donc l'œdème maculaire, c'est vraiment, si vous voulez, le point final, le point d'orgue d'une inflammation qui a traîné dans les yeux, qui est devenue chronique et qui aboutit à cette turgescence de la macula, comme malheureusement beaucoup d'entre vous ont pu l'observer sur les images en OCT. Et donc là, on a recours au bolus de corticoïdes. Le bolus de corticoïdes, il va, entre guillemets, éteindre l'inflammation. C'est une arme très, très forte, qui est très efficace, mais qu'on ne peut pas utiliser au long cours. Parce que, comme vous le savez aussi, les corticoïdes sont très, très vite délétères. Donc, sur une courte période, il n'y a aucun problème. Et quand on dépasse, alors à ces doses-là, on ne peut pas faire plus de 3 jours. Hein. Quand on parle de bolus, c'est 500 mg, voire 1 gramme par jour de solumédrol, donc de corticoïdes, on ne dépasse pas 3 jours. Et ensuite, il va y avoir un relais par des corticoïdes oraux, 1 mg kilo, donc ça dépend de votre poids. Parfois, un demi-milligramme kilo suffise pour la maladie de Burchett, qu'on va vous faire prendre pendant 3 mois. Et ensuite, on va être en décroissance progressive. Le but est d'arriver très, très vite à des doses assez faibles pour éviter les effets secondaires de la corticothérapie qui sont majeurs à peu près sur toutes les parties du corps. Je ne vais pas les énumérer ici. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais ça provoque du diabète, ça provoque d'ailleurs aussi dans les yeux de la cataracte, ça provoque de l'ostéoporose. Enfin bon, la liste est extrêmement longue. Donc, le but est très rapidement, une fois qu'on a éteint l'inflammation, les corticoïdes sont plus efficaces pour ça, d'avoir un relais avec un médicament qu'on va appeler d'ailleurs un épargneur cortisonique pour éviter aux patients de prendre des doses qui seraient certes très efficaces, mais qui sont encore une fois délétères. On va prendre un immunosuppresseur ou une biothérapie pour rester à des doses supportables de corticoïdes. Et en général, une fois qu'on est à 5 mg, on est très content. Et 5 mg, c'est considéré comme une dose qui n'est pas délétère. Voilà. Il n'y a pas d'effet secondaire ou tellement infime qu'on peut la garder. Ben oui. Alors justement, on vient à la phase suivante, effectivement, comme vous disiez, passer aux immunos ou aux anti-TNF-alpha. Qu'est-ce qui va justifier le fait de plutôt prendre, mettons, du Cellcept, parce que les gens, beaucoup ont entendu de Cellcept, un immunosuppresseur, pour eux, c'est très vague. Cellcept, c'est généralement ce qui est pris, ou alors de Lumira pour ceux qui vont prendre un anti-TNF, voire les deux pour certains. Qu'est-ce qui va justifier le fait de plutôt faire ça, plutôt un autre? Oui, alors on considère que, alors sans être trop technique, on considère que la maladie de Burchett, c'est une maladie qui est médiée par les lymphocytes T. Donc on va utiliser des médicaments qui agissent sur le système immunitaire et plus particulièrement sur ces lymphocytes T. Donc les médicaments à notre disposition sont effectivement le mycophénolate mofétyl, donc le Cellcept, historiquement la cyclosporine, qui marchait très très bien, l'Immurel aussi, pour être un bon immunosuppresseur.
Et donc, on a tendance à utiliser, on va dire, en première ligne ces médicaments parce que d'un point de vue physiopathologique, ils agissent encore une fois sur ce qu'on considère être la cellule en cause, en tout cas celle qui attaque la rétine, le lymphocyte T. Alors, pourquoi ensuite on va passer une biothérapie? Pour nous, c'est une deuxième ligne thérapeutique. La biothérapie, si je devais prendre une image, elle est en termes d'efficacité entre le corticoïde et l'immunosuppresseur. Donc, on considère qu'elle agit un peu moins bien sur le lymphocyte T, mais qu'elle éteint un peu mieux l'inflammation que l'immunosuppresseur. Elle se rapproche en ce sens d'un corticoïde. Et intuitivement, on a l'impression que si l'anti-TNF est parfois plus efficace que l'immunosuppresseur, il arriverait moins facilement à la rémission ou à la guérison de la maladie parce qu'il agit moins sur le lymphocyte T. Encore une fois, sans rentrer trop dans la technicité. Donc, souvent, la biothérapie, c'est une réserve thérapeutique qui nous évite de repartir vers les corticoïdes et qui permettent de renforcer le traitement immunosuppresseur. Mais ça ne remplace pas tout à fait le traitement immunosuppresseur non plus. Voilà. D'accord. Alors, ensuite, sur les traitements, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui vous fait mettre en place des injections sous-ténoniennes, par exemple? Alors, ça, l'injection sous-ténonienne, imaginez, c'est un patient qui a une forme très inflammatoire d'un côté et puis rien du tout de l'autre. C'est rare, mais ça arrive. On se dit qu'on va tenter de calmer la maladie sur l'œil atteint. Et si l'autre œil n'est pas atteint, peut-être qu'il n'y a pas tant de lymphocytes qui circulent dans tout le corps et peut-être que ce patient-là, finalement, il a une forme très localisée, unilatérale. On va tenter le traitement local. Donc là, c'est la première indication, on va dire, du traitement qu'on appelle de niveau 2, c'est-à-dire l'injection de corticoïdes retard autour de l'œil. Bien sûr, quand la maladie est bilatérale, on n'aime pas faire des piqûres des deux côtés. Et on sait qu'on ne va pas s'en sortir sur le long terme parce que, encore une fois, c'est comme les corticoïdes. Ça va calmer la maladie pour 3 mois, mais après, la maladie va repartir. En tout cas, il y a de grandes chances que la maladie reparte. Donc, première indication des traitements corticoïdes par injection, l'atteinte unilatérale. Deuxième indication, on a commencé un traitement immunosuppresseur, on a interrompu les corticoïdes progressivement, en tout cas très largement diminué, et puis on voit un œdème maculaire qui repart d'un côté. On a deux options. Soit on renforce le traitement immunosuppresseur en augmentant des doses, mais on s'expose à beaucoup d'effets secondaires. Soit on augmente les corticoïdes, soit on augmente les corticoïdes, mais on repart aussi là dans les effets secondaires très importants. Donc là, on préfère faire une injection qui va renforcer le traitement sans augmenter le traitement pris par la bouche, c'est-à-dire Péros. Voilà, c'est un peu en adjonction d'un traitement de fond pour le renforcer de manière passagère. Et très souvent, ça suffit. Et ça donne de bons résultats. Alors, le piège de ça, c'est parfois certains patients se disent là, parce qu'ils voient très bien le résultat de l'injection très rapidement. Et souvent, certains patients, on l'a vu en tout cas, sont tentés d'arrêter le traitement de fond en se disant l'injection, ça marche très très bien. Alors que le traitement de fond, quand je le prends, je ne vois pas trop la différence. En fait, c'est deux rôles un peu différents. Encore une fois, l'injection, elle va traiter une inflammation très forte, mais elle ne va pas jouer sur la rémission ou la guérison de la maladie. D'accord. C'est un gros shoot. Ouais. Un gros shoot de cortisone, quoi, dirons-nous. Exactement, c'est quasiment l'équivalent, en fait. D'accord. Dernière forme de thérapie, du moins que j'ai, ce sont les implants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va justifier effectivement un implant? Alors, j'ai deux implants en tête, entre un implant court et un implant plus long, qui est l'Osurdex et l'Eluvian. Qu'est-ce qui justifie les deux? Pourquoi prendre plutôt l'Osurdex? Est-ce que l'Osurdex, on peut le prendre sur du long terme? Parce que je sais que c'est tous les 3 ou 4 mois qu'on doit faire une injection. Oui, une injection de l'implant. Oui. Alors là, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. L'Osurdex, donc c'est un traitement intraoculaire, donc on n'est plus dans l'injection sous-ténonienne où on va déposer les corticoïdes autour de l'œil. Là, on va les injecter à l'intérieur de l'œil. Alors, quand on injecte le corticoïde à l'intérieur de l'œil, il est certes plus efficace, mais il a aussi beaucoup plus d'effets secondaires sur les structures oculaires, notamment le cristallin. Et donc, si vous êtes toujours porteur d'un cristallin, on va essayer d'éviter, en tout cas si vous êtes en dessous de 50 ans, de vous faire une intravitraine de corticoïdes type Osurdex parce qu'on risque de vous coller la cataracte assez vite. Si vous avez 60 ans, la cataracte, c'est pas très très grave et ça s'opère très bien et les patients le vivent bien. Mais si vous avez une maladie de Birdshot un peu précoce à 40 ans, il y a le fait de vous opérer de la cataracte, ça va vous rendre presbyte
vous verrez plus rien de près. C'est, on va dire, une vraie perte de fonction par rapport à un cristallin qui est encore fonctionnel et qui permet de faire la mise au point. Deuxièmement, c'est la tension oculaire, parce que le grand effet secondaire redouté, en tout cas, de l'Ozurdex, c'est l'hypertonie oculaire. Donc, l'hypertonie oculaire, c'est le corticoïde qui va déclencher une poussée de tension dans l'œil et elles ne sont pas toujours contrôlables. Et dans certains cas, on a même dû faire une chirurgie du glaucome, donc une chirurgie filtrante, une trabéculectomie dans les suites d'un traitement. Donc, c'est vrai que notre première décision, elle est plutôt sous-ténonienne. Quand la sous-ténonienne ne marche pas, on a tendance à passer à l'intravitrine type Ozurdex, qui est plus efficace, notamment sur l'œdème maculaire. L'Ozurdex est plus efficace sur l'œdème maculaire. Et ensuite, l'iluvien, le but de l'iluvien, ça serait, j'emploie le conditionnel, d'éviter de faire plusieurs piqûres d'Ozurdex au cours de l'année ou dans les années, puisque l'iluvien est en tout cas donné pour durer 3 ans. Ben oui. Et considérable quelque part, mais voilà, pour tout vous dire, on était un peu déçus et sur d'autres formes d'uvéite, il n'a pas eu l'efficacité attendue. Ça a l'air de mieux marcher dans d'autres indications comme le diabète. Et dans l'uvéite, dans certains cas, on est quand même obligé de faire le Ozurdex, ce qui nous embête un peu parce qu'on a l'iluvien, donc on a le petit réservoir mis dans l'œil et en plus, on continue à faire de l'Ozurdex. Alors certes, peut-être à une moindre fréquence, mais ça n'a pas l'air de le remplacer complètement. Voilà. Donc à suivre. Je ne peux pas être totalement définitif sur l'iluvien pour l'instant. On manque encore un peu d'expérience, mais c'est pas aussi magique qu'on l'espérait en tout cas. ouais. Et l'Ozurdex, donc on peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre sur du long terme non plus, j'imagine alors. Alors, il y a quand même des patients qui ont reçu dans notre cohorte entre 15 et 20 Ozurdex. Hein, donc, c'est relativement bien supporté quand même. De mieux en mieux parce que l'Ozurdex fait des progrès aussi en termes d'ingénierie. Les piqûres sont de moins en moins douloureuses. L'aiguille pour mettre le dispositif est de moins en moins large, ce qui fait que le produit est de plus en plus toléré, puis se digère naturellement dans la cavité vitrine. Donc, il ne reste rien en fait. Une fois qu'on a passé les 3-4 mois, le produit est complètement digéré, ce qui fait qu'effectivement, on peut le renouveler. Et c'est vrai que d'un point de vue tolérance, on évite quand même de faire plus de 2 à 3 piqûres maximum par an. D'accord. Et c'est vraiment le maximum. Alors maintenant, en termes de traitement, est-ce que, de votre connaissance, vous avez d'autres choses qui arrivent ou est-ce que sur des médicaments qui peuvent éventuellement, qui sont en cours d'évaluation ou de nouvelles choses qui arrivent éventuellement? Alors, vous savez que l'ophtalmologie est en tout cas rarement en première ligne pour tester les médicaments des maladies auto-immunes parce que on va dire notre spécialité un petit peu phare en la matière, c'est plutôt les rhumatologues et les internistes. Donc, c'est eux souvent qui testent, c'était le cas notamment pour les anti-TNF, les biothérapies, un peu en avant-première. Mais oui, il y a des essais avec d'autres biothérapies, notamment des anti-interleukine 6, des anti-interleukine 17, donc des choses aussi très ciblées qui sont ponctuellement essayées dans la maladie de Burchard comme dans d'autres maladies auto-immunes. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien vu de spectaculaire ou de quelque chose qui marcherait beaucoup mieux que les anti-TNF. Donc, les anti-TNF restent notre médicament, notre biothérapie de préférence, d'autant qu'on a de belles études qui ont vraiment démontré l'efficacité de cette biothérapie dans les maladies inflammatoires oculaires. Et donc, pour l'instant, on reste anti-TNF. Mais je prépare oui, pardon. De toute découverte. Voilà, s'il y avait des résultats assez spectaculaires, bien sûr, pour vous le dire. Bien sûr, mais c'est vrai que les biothérapies, donc Lumira pour les gens qui par exemple, qui ne savent pas ce que c'est qu'une biothérapie, est relativement récente quand même. On a eu l'AMM en 2016, sauf erreur de ma part. Donc, alors, on a eu l'AMM, nous, en ophtalmologie, de manière un peu tardive, parce que les biothérapies, elles sont utilisées depuis le début des années 2000 dans d'autres maladies, notamment rhumatologiques. Alors, ça a un inconvénient, c'est qu'on peut se dire qu'on a privé nos patients pendant longtemps de cette avancée technologique, mais en même temps, on a le recul aussi. Et donc, on sait que c'est des médicaments qui sont bien tolérés, puisqu'on sait qu'il y a des patients qui souffrent de spondylarthropathie ou de polyarthrite rhumatoïde et qui ont pris ces médicaments pendant une vingtaine d'années sans effet secondaire. Donc ça, c'est très rassurant quand on vient, nous, en deuxième usager, quelque part, pour utiliser ces biothérapies. C'est clair.
Ok, bon, pour les traitements, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On y reviendra peut-être sur les différentes questions. Sur la recherche, j'avais une question, effectivement, c'est que connaît-on du fonctionnement de la maladie? Vous avez un peu répondu tout à l'heure en disant, ben voilà, c'est un peu compliqué. À ce jour, pour simplifier les choses, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fonctionne pas, entre guillemets? Qu'est-ce qu'on connaît, entre guillemets, du fonctionnement de cette maladie? Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas ou qui fonctionne trop bien? Parce qu'en fait, Ou trop bien. le principe d'une maladie auto-immune, probablement que c'est un système immunitaire qui est déjà très performant. Donc, bon, c'est réconfortant qu'à moitié pour nos patients de leur dire que leur système immunitaire marche trop bien. On considère qu'il y a une partie génétique sur laquelle on travaille et sur laquelle le HLA-29 probablement est le premier marqueur de cette atteinte génétique, mais qu'elle n'est pas suffisante. Comme vous savez, le A29 il est extrêmement répandu dans la population générale. Donc, il faut un deuxième événement, ce qu'on appelle probablement un trigger, un facteur environnemental. Ce facteur environnemental, il n'est pas identifié à ce jour. Ça peut peut-être être une infection banale. Ça peut peut-être être quelque chose dans l'environnement qui déclencherait la maladie par des réactions qu'on appelle de cross-réactivité, c'est-à-dire vous vous défendez contre une bactérie, un virus, et puis il y a des antigènes de ce virus ou de cette bactérie qui vont ressembler à l'antigène de la rétine. Et le point commun, ça serait le A29, parce que le A29, tout le monde ne le sait pas, quand on dit HLA-A29, c'est en fait un système HLA qui va présenter les antigènes. Donc le système HLA, lui, il découpe les virus, les bactéries, en tout petits antigènes qui vont primer des lymphocytes, qui vont, eux, en reconnaissant ces petits bouts de virus ou de bactéries, détruire le virus ou la bactérie qui est en train de vous attaquer. Et ces petits bouts, comme on le comprend, comme ce n'est pas le virus entier, comme ce n'est pas la bactérie entière, de temps en temps, ils peuvent ressembler à une partie de votre propre corps. Donc, c'est ça qu'on appelle le mimétisme moléculaire. Et ça fait le lien avec le HLA, parce que le HLA A29, il présente des peptides, donc il découpe d'une certaine manière que ne vont pas découper un patient qui serait HLA B29 ou HLA B44 ou voilà. Eux, ils vont découper différemment. Donc le point commun, c'est quand même une découpe peut-être particulière via ce A29 d'un antigène qui ressemble à la rétine. Voilà ce qu'on pense. Mais il nous manque beaucoup d'éléments. La recherche actuelle, notamment la recherche qui est aussi menée par Cochin, c'est d'essayer, à côté de A29, de détecter d'autres gènes. Et on a répliqué pour l'instant les résultats d'une autre équipe internationale qui montre que A29 tout seul, ça ne fait pas grand-chose, mais que si A29 est associé à un trouble génétique, notamment d'ERAP1 et d'ERAP2, c'est-à-dire en fait d'une molécule qui sert à trier les peptides, donc ça rebondit avec ce que je vous ai dit juste avant. Donc tout ça, c'est l'ingénierie de la présentation antigénique. Eh bien, les patients qui souffrent de maladie de Burchott ont aussi un trouble du tri des peptides. Voilà ce qu'on peut dire en 2023. Et ce que, entre guillemets, les prélèvements sanguins que beaucoup de nos patients ont fait à Cochin ont permis de découvrir. D'accord. Oui, encore, les termes sont un peu techniques et ça, je m'adresse aux gens qui nous regardent actuellement. C'est vrai que c'est technique. À chaque fois, on me fait un peu la même réflexion. C'est vrai que parce que je republie actuellement tout ce que je trouve effectivement vous concernant et puis il y a pas mal d'études qui sortent diverses et variées, entre autres celles également de Jonas Kuiper. On travaille aussi. Et donc, qui d'ailleurs, alors peut-être tu sais pas qui est avec nous, j'en sais rien, bref, et qui ce sont des choses qui sont extrêmement techniques. Alors, j'essaie de simplifier les choses dans la même mesure de mes connaissances, etc. Mais oui, c'est pas simple à expliquer. D'ailleurs, le fonctionnement est difficile à comprendre, même pour les professeurs qui sont en face de nous. Vous voyez, donc absolument. C'est compliqué. Alors, sur autre chose complètement, là, moi, je suis en contact avec plein de gens. Quel est l'intérêt qu'il pourrait y avoir dans notre maladie concernant les cellules souches? Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque? Moi, je suis en contact avec Olivier Gouraud, que vous connaissez probablement, je pense, qui est un peu spécialisé dans le domaine, même franchement. Bon, c'est pas un spécialiste de la maladie non plus. Donc, je sais pas. Quel intérêt qu'il pourrait y avoir actuellement? Aucun, a priori. Mais comme il y a tellement de recherches qui sont en cours dans le domaine, et que c'est le truc à la mode, quelque part, mais bon. C'est un terme qui laisse penser à beaucoup d'espoir, en tout cas, qui donne beaucoup d'espoir, on va dire, la cellule souche.
parce qu'on se dit que grâce à ça, on va pouvoir reconstituer n'importe quel tissu qui aurait été détruit pour une raison X ou Y. Pour autant, sans doucher les espoirs, parce que je pense qu'il faut vivre d'espoir, mais Oui, la rétine est probablement une des parties du corps humain les plus complexes, à peu près l'équivalent de la complexité du cerveau. Et peut-être que c'est l'élément qu'on aura qui va être reconstitué, on va dire, le plus tardivement par rapport à des cellules souches. L'autre problème que je vois par rapport à la physiopathologie de la maladie de Burchott, c'est que notre problème à nous, c'est que ce sont des cellules saines qui sont attaquées par le propre corps. Et on se dit que les cellules souches risqueraient elles-mêmes de continuer à être attaquées par le système immunitaire. Donc, ça veut dire que voilà, ça serait qu'une partie de la solution. Même si ça fonctionnait, on serait quand même pas au bout de nos peines dans la maladie de Burchott. C'est très différent si vous avez imaginez un accident de voiture ou une brûlure. Vous perdez vos cellules. Et là, entre guillemets, le seul but de la cellule souche, c'est de reconstituer des cellules qui ont été perdues. Mais nous, le phénomène, c'est qu'elles sont perdues, elles continuent en fait à être attaquées régulièrement et il faut toujours donner des traitements. Et la cellule souche, pour ça, ça va être compliqué. Ça va être une partie de la solution. Voilà. Et pour l'instant, je n'ai rien vu de probant, y compris dans des maladies dégénératives autres que la maladie de Burchott, parfois non inflammatoires. Je n'ai rien vu d'extraordinaire, mais la recherche continue effectivement et il faut qu'elle se poursuive. Et voilà, les échelles de temps. Les échelles de temps sur ce type de recherche sont quand même malheureusement très longues. Oui. C'est clair, c'est clair. Je travaille pas mal sur la rétinite pigmentaire, sauf erreur de ma part. Exactement. Un peu la maladie modèle pour ce genre de choses, effectivement. Ben ouais. Donc, affaire à suivre, dirons-nous. Absolument. Autre chose, là, on part dans la technologie. Que penser des injections de nanoparticules telles qu'elles ont pu être faites par c'est Madame Pertile qui s'occupait de ça, je crois, en Italie, pour une remise en œuvre, je sais pas, électrique, je sais pas comment peut fonctionner ce genre de truc. Que penser de ce genre de technologie? Pareil pour moi, mais au stade vraiment de la recherche, j'ai d'abord pas beaucoup de compétences, à l'inverse de la génétique et de l'immunologie, pour vous répondre de manière plus précise que ça. Nous, on fait une forme de veille, un petit peu, si vous voulez, des avancées de recherche, quels que soient les domaines, y compris dans ceux dans lesquels on n'est pas spécialisé. Donc, comme vous disiez juste avant, peut-être affaire à suivre. Je ne peux pas vous apporter plus de compétences parce que, voilà, c'est très récent, en fait. C'est très récent et je ne les ai pas pour vous répondre plus précisément que ça. Ok. Dernière chose sur la recherche, on est encore dans la technologie. Les rétines artificielles, vous voyez un avenir, ce genre de truc? Pareil, à très très long terme, c'est sûr que la maladie de Burchott ne seront pas les premières indications de ce genre de choses. C'est plutôt pour l'instant des patients qui sont totalement aveugles ou presque. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit en préambule. Heureusement pour nous, nos patients, pour la plupart, voient clair et ils ne sont pas au stade où ils pourraient bénéficier de ce genre de recherche actuellement. Voilà. C'est vraiment pour l'instant limité à des gens qui ont une nécessité légale complète. Ouais. Alors, et qui observe des petites améliorations. D'accord. Dernière question concernant la recherche. Je la qualifierais de politiquement incorrecte, mais c'est pas grave. Que penser de l'IA qui a été développée par Moorfield pour détecter les maladies, de faire des diagnostics rétiniens, de toute évidence. Ils ont sorti ça tout à fait récemment. Ça, c'est une question qui est de très forte actualité. Comme vous le savez probablement, l'IA est en train un peu de révolutionner, mais pas que la médecine, le monde en général avec ChatGPT. Et évidemment, il y a des programmes un peu dans le monde entier avec, pour faire simple, deux écoles qui s'opposent un peu. Il y a la technique Google, où on va prendre un maximum de data et peu importe si elles ne sont pas précisément diagnostiquées. Et à partir de ça, on va essayer de monter des algorithmes pour faire des diagnostics. Et puis, il y a la technique un peu plus universitaire où là, les patients sont décrits de manière très, très fine, très précise, malheureusement avec beaucoup, beaucoup moins de données et chez qui on applique aussi de l'intelligence artificielle. Alors, je me méfie un peu de l'intelligence artificielle pour deux raisons. Comme disait un de mes maîtres, dans l'intelligence artificielle, ce qu'il faut retenir, c'est surtout artificiel.
Parce que l'intelligence artificielle, d'abord, elle n'est alimentée que parce qu'on lui donne. Et il faut lui donner des choses extrêmement précises au départ pour qu'elle puisse en sortir quelque chose de convaincant à la fin. Mais il est sûr qu'à terme, je pense que ça va être une aide au diagnostic, notamment pour des maladies rares comme la maladie de Burchot, où on sait qu'un ophtalmologiste va peut-être en voir un pendant toute sa carrière professionnelle. Donc, c'est pas facile de repérer un patient pendant 35 ans d'exercice. Vous voyez, il ne faut pas se louper ce jour-là. Et on a quand même, dans la maladie de Burchot, même si on a fait beaucoup de progrès en 25 ans, des retards diagnostiques. D'abord parce que les choses sont banales. Et voilà. Donc, l'intelligence artificielle, demain, je pense, quand même, va nous aider dans ces maladies rares à pouvoir mieux les détecter. Donc, ça, et plus précocement, parce qu'on peut imaginer qu'on va faire des photos du fond d'œil et que de là, il va y avoir des hypothèses diagnostiques émises par l'intelligence artificielle qui vont guider un peu le médecin et qui là pourra dire « Ah bah oui, bien sûr, il n'aurait peut-être pas pensé spontanément, mais si l'appareil lui dit c'est peut-être une maladie de Burchot, c'est en tout cas une maladie des taches blanches au fond d'œil, attention », eh bien, je pense que ça va aider au diagnostic. L'autre palier de l'intelligence artificielle, là, ce qu'on appelle du deep learning, c'est que nous, il y a des choses qu'on n'arrive pas à diagnostiquer parce qu'on n'a pas les grands nombres. Mais que l'intelligence artificielle, en rassemblant les fonds d'yeux, si on prend la maladie de Burchot, imaginez demain Google qui est capable de prendre les fonds d'yeux de tous les patients atteints de maladie de Burchot dans le monde. Nous, à Cochin, on a beau avoir une expertise importante, on a 400, 450 patients qu'on a vus pour une maladie de Burchot, ce qui est déjà considérable dans ce type de maladie. Mais dans le monde, alors ça serait, je ne sais pas à combien on peut estimer, mais on va dire qu'on peut peut-être être 10, 15 000 patients de Burchot. Et là, l'intelligence artificielle peut, elle, à partir de tous ces fonds d'yeux, trouver des signes communs en le comparant à des fonds d'yeux normaux que nous, on n'avait même jamais pu imaginer ou pas détecter. La même chose existe en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez suivi, dans la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que nous, quand on fait un fond d'œil d'une maladie d'Alzheimer, on ne voit rien. On ne voit rien de différent. Mais l'intelligence artificielle, quand vous lui montrez des fonds d'yeux de milliers de patients qui souffrent d'Alzheimer et quand elle les compare à des gens du même âge qui ne sont pas Alzheimer, ben, elle voit des différences. Voilà, ça c'est l'IA de demain, hein, c'est en train de s'appliquer. Donc oui, l'IA va révolutionner les choses et probablement nous aider à des diagnostics plus précoces et peut-être à détecter des signes cliniques au fond d'œil qu'on n'avait même pas encore détectés nous-mêmes. Ouais. Ça rend les docteurs humbles, en tout cas. Ok, je suis attaqué par mon chien. On va en venir aux questions maintenant, si vous voulez bien, M. Monet. Alors, première question. Peut-on faire une vitrectomie sur un patient Burchot dans la quarantaine? La vitrectomie, oui, quand on en est obligé. Donc, nous, la vitrectomie pour la vitrectomie, c'est-à-dire pour enlever, par exemple, l'inflammation, les corps flottants, ça n'a pas d'intérêt. On pense même que ça pourrait être un facteur favorisant encore plus l'inflammation. Donc, souvent, on est contraint de faire la vitrectomie quand on a des membranes épirétiniennes, c'est-à-dire une atteinte de la rétine secondaire à l'inflammation. La membrane épirétinienne étant la maladie la plus fréquente. Donc, c'est cette couche un peu fibrotique de cellules qui court au-dessus de la rétine et qui a tendance à la contracter et que parfois on est obligé d'aller peler. Donc, c'est à cette occasion, c'est la principale indication à mon avis, où on va être obligé de faire une vitrectomie. Mais en général, on évite de faire la vitrectomie parce que c'est un geste chirurgical qui, là aussi, va provoquer une cataracte assez précocement et qui ne résout pas vraiment le problème de fond de la maladie. Ok. Deuxième question, mais je crois qu'on a plus ou moins répondu tout à l'heure. Peut-on avoir un implant de Zurdex tous les 3 mois? Si oui, y a-t-il une accoutumance qui diminue l'efficacité du produit à long terme? D'accoutumance, je ne pense pas. En tout cas, dans notre pratique, le Zurdex continue à bien fonctionner. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'à terme, si on ne soigne pas l'inflammation de fond, et chez les gens qui ont été traités aussi parfois un peu tardivement, il y a ce qu'on appelle une dégénérescence de la macula, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'inflammation, mais c'est comme si l'inflammation avait laissé des séquelles et que la rétine, même sans inflammation, reste œdématée.
Alors nous, on voit parce que l'œdème maculaire, il a des travées un peu verticales. C'est un œdème maculaire qui n'a plus tout à fait l'aspect d'un œdème inflammatoire. Et là, le Zurdex finit un peu par s'épuiser. Il marche toujours, mais de moins en moins longtemps. Et le patient voit de moins en moins les effets bénéfiques de l'Ozurdex, notamment en termes de récupération d'acuité visuelle. Donc, c'est sûr que si on a besoin d'un Ozurdex tous les 3 mois, ça veut dire que la maladie n'est pas contrôlée. Ça veut dire que probablement l'immunosuppresseur n'est pas donné une dose suffisamment haute. Et peut-être qu'on n'a pas utilisé toutes les armes thérapeutiques à notre disposition dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les biothérapies. Chez un patient qui aurait besoin d'un Ozurdex tous les 3 mois, pour nous, c'est un drapeau rouge disant il faut des immunosuppresseurs type CELCEP, il faut probablement rajouter de la biothérapie en plus. Voilà, c'est vraiment le traitement de fond maximal. Le but, c'est de ne pas soigner une maladie de Burchott avec un Ozurdex tous les 3 mois, parce que d'abord, on ne la soigne pas vraiment, comme je l'ai dit, on la suspend, on calme l'inflammation, mais on ne traite pas la maladie. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Ça me fait penser à une question d'ailleurs que je ne vous ai pas posée. Pardon. Que je ne vous ai pas posée, c'est que y a-t-il justement une accoutumance aux médicaments que l'on prend? Est-ce qu'on une accoutumance aux immunos, aux traitements anti-TNF? Est-ce que sur le long terme, on voit une baisse d'efficacité de ce genre de traitement? Alors, non. Contrairement à d'autres médicaments, il n'y a pas ce qu'on appelle de tachyphylaxie identifiée. C'est un terme un peu complexe pour dire quand certains médicaments, quand vous donnez un médicament, au bout de 3 mois, si vous le prenez tous les jours, votre corps va finir par s'habituer au médicament. Typiquement, l'exemple le plus parfait de ça, c'est les bêta-bloquants. Si vous prenez des bêta-bloquants, ça bloque le récepteur bêta, comme son nom l'indique. Donc, ça va être très efficace le premier mois, puis un peu moins le 2 mois, et puis au bout de 6 mois, en fait, le médicament est un peu moins efficace, ou en tout cas, vous êtes obligé d'augmenter la dose. Pourquoi? Parce que vous allez fabriquer des récepteurs en plus. Le corps dit, ah d'accord, tu bloques mes récepteurs, bah moi je vais en fabriquer en plus, tu ne pourras pas tout bloquer. Voilà, ça c'est un phénomène qu'on appelle de tachyphylaxie. Dans les médicaments immunosuppresseurs, ce n'est pas vraiment identifié. Le traitement immunosuppresseur, il baisse l'immunité de manière assez constante. Il n'y a pas vraiment de réaction du corps, si ce n'est, si on prend les biothérapies et certains médicaments, à la création d'anticorps contre le médicament. Donc, c'est pour ça aussi qu'on aime bien les biothérapies type Humira qui sont dites humanisées, parce que vous n'allez pas fabriquer d'anticorps ou plus difficilement d'anticorps contre l'Humira. Et parfois, voilà, c'est quelque chose qu'on surveille, parce que des patients qui prennent une biothérapie pendant très longtemps, surtout celles qui sont moins humanisées, qui ont été fabriquées à partir de souris, eh bien, vous allez créer des anticorps contre, et ça va petit à petit diminuer l'effet de la biothérapie, tout simplement parce que vous défendez contre la biothérapie. Mais en dehors de ce phénomène, il n'y a pas d'épuisement du médicament, en général. D'accord, ok. Plutôt une bonne nouvelle. Ben oui. Oui. Alors, un autre cas. Si avec parce que certains ont la totale, ils ont le Cortencil, ils ont le CELCEP, ils ont l'Humira. Malgré tout, pour certains, il reste une légère inflammation, voire une inflammation. Quels sont les autres traitements alternatifs, ou est-ce que c'est juste une histoire de dosage entre les différents éléments? Alors, quand on est un peu aux limites du traitement maximal, c'est là qu'on revient à un traitement sous ténonienne en plus, ou des corticoïdes en intravitréen en plus, type Ozurdex. Il y a peu de gens quand même qui résistent à de l'Ozurdex ou à de la sous-ténonienne en plus d'un traitement aussi fort que ça. Et après, on essaye de passer un cap, c'est-à-dire qu'on sait aussi que l'âge va jouer en faveur du patient. Donc, on sait que ces phases inflammatoires, heureusement, elles ne vont pas durer 10 ans. C'est vraiment souvent des périodes de 2 à 3 ans où on est parfois obligé de remonter les corticoïdes, malgré le fait qu'on connaisse ses effets secondaires. Pour éteindre la maladie, on sait que pendant 2-3 ans, au lieu d'être à 5 mg, certains patients sont contraints de monter jusqu'à 10 et qu'on va essayer de maintenir la maladie et qu'on va essayer de faire des piqûres et qu'on essaye de monter aussi les doses d'immunosuppresseurs tout en regardant la tolérance et en évitant les effets secondaires malgré tout. C'est pour ça qu'on s'aide très souvent d'un médecin interniste qui va vérifier que le médicament n'est pas délétère par ailleurs, que votre foie le supporte, que le reste du corps le supporte, que la biologie des prises de sang qu'on fait ne montre pas de signes d'alerte, de toxicité en fait du médicament. Donc c'est un peu ça en fait la limite ensuite, effectivement. Mais il y a
Dans la maladie de Burchett, peu de patients dans cette case, heureusement. C'est-à-dire qu'on arrive avec notre arsenal thérapeutique à soigner 99% des patients, à contrôler l'inflammation dans 99% des cas. Est-ce qu'on observe chez certains une interaction intermédicaments? Est-ce que ça peut arriver, ça? Ça peut arriver, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment le rôle de l'interniste, justement, de faire le point entre les médicaments qui sont pris par ailleurs et puis les médicaments qui sont indiqués pour le Burchett et de vérifier que, avec l'aide aussi des pharmaciens, qu'il ne faut pas oublier, hein, qui vérifient qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse dans les listes. Voilà. Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, de médicaments totalement contre-indiqués avec du Celcept ou a fortiori du Cortencil. Le Cortencil, la contrainte principale, c'est pas l'interaction médicamenteuse, c'est le régime, comme vous le savez en fait. Il faut être sérieux, manger sans sel, manger avec peu de sucre, tout ce que vous connaissez par cœur, avoir une supplémentation calcique pour éviter que l'ostéoporose ne s'installe. C'est ça finalement la principale contrainte qui sont rencontrées avec nos médicaments, donc c'est surtout avec les corticoïdes. C'est clair. Une autre question sur les effets secondaires. Comment vivre avec des effets secondaires? Difficile d'éviter les effets secondaires sur. Est-ce qu'il y a un pourcentage de gens chez lesquels, effectivement, vous avez des effets secondaires qui sont plus ou moins importants? Est-ce que, globalement, je ne sais pas, il y a 50% des gens qui sont vraiment embêtés Malheureusement, oui. Alors, c'est pour ça que le Celcept s'est imposé aussi progressivement. Avant, on travaillait avec la cyclosporine. La cyclosporine était très efficace, peut-être même un peu plus que le Celcept en termes de mise en rémission de la maladie et de calme de l'inflammation intraoculaire. Mais les effets secondaires étaient vraiment assez importants, notamment en toxicité rénale, une hypertension artérielle induite par le médicament, de manière plus anecdotique, mais quand même embêtant pour les femmes, de l'hirsutisme, donc des poils qui poussaient un peu partout, donc un médicament qui était mal toléré, on va dire globalement. Donc c'est vrai que le Celcept est un médicament qui est beaucoup mieux supporté. Pour autant, on a quand même des patients qui sont intolérants au traitement, hein. Et parfois, ce n'est pas forcément une intolérance qu'on arrive, nous, à objectiver sur des bilans biologiques, mais les patients nous disent que d'un point de vue digestif, qu'ils ne se sentent pas bien, et on est contraint parfois de changer de médicament ou d'arrêter le médicament. Et malheureusement, c'est chez ces patients que le pronostic à long terme est un peu moins bon parce que quand on a commencé à changer de médicament, on les interrompt pendant 3 mois, on en reprend un autre, bah on est beaucoup moins efficace pour contrôler la maladie. Donc, petite perte de chance à ce moment-là. Mais j'allais dire, globalement, avec le Celcept, on a un médicament qui est globalement bien toléré. Dans l'immense majorité des cas. On a 90% de bonne tolérance. Oui. Oui, c'est un bon pourcentage. Un autre problème, est-ce que la maladie de Burchett peut s'attaquer au nerf optique? Est-ce qu'elle peut endommager le nerf optique? Oui, sous la forme d'une inflammation du nerf optique qu'on appelle une papillite. Et donc, c'est ça aussi qu'on traite, hein. Donc, quand on fait une angiographie, c'est une des choses qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a une atteinte des vaisseaux qu'on appelle les vascularites? Est-ce qu'il y a un œdème de la macula, donc l'œdème maculaire cystoïde, des diffusions au niveau de la macula? Et puis, la troisième chose, c'est est-ce que le nerf optique est enflammé sous forme d'une papillite? Et ça, on sait qu'à terme, ça peut être délétère avec un rétrécissement du champ visuel. Et on a aussi des atteintes à bas bruit sans qu'on sache l'œuf ou la poule. C'est-à-dire quand il y a une dégénérescence un peu de la rétine, c'est ce qu'on observe aussi dans les rétinites pigmentaires. Et il y a des formes de maladie de Burchett qui ressemblent un peu à la rétine pigmentaire dans certains cas. Eh bien, on voit un nerf optique qui devient pâle, qui devient un peu cireux, des vaisseaux qui s'atrophient. Et ça, c'est peut-être aussi la conséquence de la dégénérescence rétinienne. Donc, c'est pas le nerf optique qui est atteint lui-même, mais comme la rétine est un petit peu en train d'être détruite, et bien un peu par contre-coup, lui-même dégénère. D'accord. Et en traitant l'inflammation, est-ce que le nerf optique revient à la normale ou est-ce qu'il y a toujours, il est toujours endommagé? Alors, le but, oui, la papillite, en tout cas au début, a peu de conséquences fonctionnelles. Donc, nous, on voit une inflammation du nerf optique et des champs visuels qui peuvent être normaux, mais c'est sûr que le but du traitement, c'est de calmer l'inflammation du nerf optique pour éviter des dommages dans le futur. On se doute que l'inflammation, sur le long terme, va être grave pour le nerf optique. Ouais, ok.
Euh, Il y a Carole qui demande si la mélatonine est contre-indiquée avec un immunodépresseur ou immunosuppresseur. Si, excusez-moi, parce que j'écoute en même temps les questions qui arrivent derrière. Il n'y a pas de contre-indication à la mélatonine. La mélatonine n'est pas contre-indiquée. Ah, voilà. Est-ce que, ouais, mélatonine et immunosuppression. Ah, pas de contre-indication. Impeccable. D'accord, très bien. Est-ce que quand on parle de stopper l'inflammation, est-ce que l'inflammation est systématiquement, dans ces cas-là, complètement stoppée, ou est-ce qu'il reste toujours systématiquement un fond quand même inflammatoire? Ou est-ce que quand on parle de rémission tout à l'heure, est-ce qu'on... C'est une bonne question. Disons que quand on dit qu'on est en rémission, on va dire que nos appareils ne détectent plus d'inflammation. C'est-à-dire qu'en l'angiographie, on ne va pas pouvoir voir de fuite de colorant, les vaisseaux paraissent normaux, le nerf optique paraît absolument normal, il n'y a plus d'accumulation d'inflammation, on ne va pas avoir d'épaississement à l'OCT de la macula. Donc, nos paramètres à nous ne détectent plus d'inflammation. La question qu'on a de temps en temps chez certains patients, c'est est-ce qu'il y a des formes d'inflammation à bas bruit, c'est-à-dire très légères, qui continueraient à évoluer sans que nos appareils ne puissent les détecter? Ça, c'est une vraie question. On n'a pas vraiment encore la réponse. Demain, on a des appareils qui sont de plus en plus performants, de plus en plus sensibles. Donc, peut-être qu'avec les progrès de l'imagerie, notamment le Plex Elite, là, c'est un appareil d'angiographie qui est très performant et qu'on va utiliser pour la première fois chez les patients atteints de maladie de Burchard cette année, lors de notre suivi de cohorte, seront peut-être des éléments qui sont encore plus sensibles que l'angiographie. Mais globalement, on va dire que oui, quand on est en rémission, nous, on ne détecte plus l'inflammation. L'inflammation est à 0. Ouais. C'est le but de nos médicaments. Et on sait que si l'inflammation n'est pas à 0, quand on va arrêter le médicament, c'est un facteur de risque de rechute assez important. Parfois, on traite un patient pendant 4-5 ans. Il y a un moment, on va se poser la question de l'arrêt. On ne peut pas prendre non plus un immunosuppresseur pendant 20 ans. Et on sait qu'il y a 2 catégories de patients. Il y a des patients chez qui on ne voyait plus du tout d'inflammation. Eux, ils ont de grandes chances de ne jamais rechuter. Et puis, il y a des patients qui avaient un tout petit fond inflammatoire, parfois pas grand-chose, mais une petite vascularite dans un coin. Et on sait que eux, quand on va arrêter, la maladie risque de reflamber. On appelle ça un peu le syndrome des braises. Vous savez, il y a 2 façons d'éteindre un barbecue. Soit vous mettez un grand seau d'eau et il n'y a plus aucune braise et ça ne va jamais repartir. Soit de temps en temps, il n'y a plus de flamme, ça chauffe presque plus, mais il reste quelques braises. Et ben, chez ces patients-là, le barbecue risque de repartir. Pardon pour l'image, mais c'est la seule que j'ai trouvée pour bien vous faire sentir un petit peu ce que c'est qu'un fond inflammatoire. Elle est excellente, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Hein, c'est vrai. Et puis on vient de quitter la période des barbecues, maintenant ça va être bientôt fini. Hein. Hein. Allez, 2 petites questions pour en terminer et vous en remercier. Vous venez d'en parler. Donc, quel est l'intérêt des journées Birdshot que l'on organise sur Cochin? Alors, les journées Birdshot, avant tout, elles ont été construites pour les patients parce que c'était une maladie qui était très anxiogène. Et quand on suivait les patients dans le flux de nos consultations habituelles, on avait peu de temps pour répondre à leurs questions. C'est une maladie chronique, donc c'est des patients qu'on voyait quand même assez souvent. Donc la première motivation, ça a été de dire non, il faut consacrer plus de temps aux patients. Et donc on a des moments dédiés où on peut répondre à leurs questions pendant une demi-heure. La deuxième chose, c'est que en bloquant le service, parce que pendant 3 semaines, maintenant on est plus à 5 ou 6 semaines, on dédie toutes les forces du service au suivi de la maladie, ce qui nous permet d'avoir, comme si vous voulez, une forme de bilan annuel avec tous les examens fonctionnels et anatomiques faits le même jour. Et grâce à cette cartographie, on va pouvoir décider du traitement sur l'année qui vient. On fait un bilan, on regarde un petit peu ce qui se passe, tant sur le plan des champs visuels, acuité visuelle évidemment, vision des couleurs, angiographie. Et tous les examens sont, étant faits le même jour, comparables entre eux. Parce que quand vous faites le champ visuel 3 mois après l'examen, c'est ce qui se fait habituellement quand on ne fait pas ce type de journée, eh bien, il y a une décorrélation entre ce qu'on observe et puis le résultat de l'examen qui est fait quand on peut, c'est-à-dire 2 à 3 mois après. Donc, on n'a pas la même force de comparaison que quand on fait tout le même jour. Donc ça, c'était quelque chose, je pense, d'important pour la prise en charge de ces patients.
Et l'autre chose, c'est qu'on prend des décisions collégiales. Au lieu que ce soit un seul docteur qui décide, les examens sont revus de manière collégiale en disant, ben voilà, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Et du coup, quelque part, on accorde nos violons et on homogénise un peu la prise en charge des patients Birdshot. Donc, tous les patients Birdshot ont à peu près la même décision thérapeutique, que vous soyez suivi par le docteur X ou le docteur Y, à la fin, ça ne change rien. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important pour nos patients. Enfin, ça nous a apporté beaucoup, nous, sur le plan de la compréhension de la maladie. Parce que quand vous êtes concentré pendant 3 semaines ou 1 mois de suite sur la même maladie, eh bien, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Vous découvrez des choses qui vous avaient passé totalement inaperçues quand vous avez des patients qui sont distillés dans vos consultations à côté d'une cataracte, à côté d'une uveitis, de maladie de Behçet ou d'une sarcoïdose. Vous n'avez pas tout à fait la même acuité, si je puis dire, à regarder un petit peu des signes spécifiques liés à la maladie de Birdshot. C'est comme ça qu'on a découvert le Mickey Mouse Sign, le signe de Mickey autour de la papille. Ça a beaucoup plu, ça. Voilà, ça a été découvert lors des journées Birdshot. C'était passé complètement inaperçu. Et puis quand, à force d'en voir quelques-uns et de suite, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose là sur le nerf optique. C'est pas tout à fait comme d'habitude. Voilà, c'est qu'un exemple, hein, mais ça nous a fait énormément progresser. Énormément progresser. Moi, je rajouterais une chose quand même, parce que, mais ça, c'est du point de vue du patient, ça permet aux Birdshot de se rencontrer. Ben oui. De visu sur place, pour ceux qui souhaitent effectivement, en tout cas, discuter entre eux, parce que et c'est pas neutre, parce qu'il y a pas mal de gens effectivement qui sont dans l'association maintenant, et pour certains, ils disent bah, tu vas à quelle heure, tu vas à quelle heure, bah, moi j'y vais telle date, machin, ah bah tiens, ce serait sympa, si on pouvait manger un morceau avant, machin, et ça a apporté du lien social. Et ça a fait beaucoup de bien aux gens. Ça, c'est une certitude. Ouais, absolument. Même si les gens sont encore timides et que la politique de l'autruche est encore reine, malheureusement, mais c'est pas grave. Au moins, ça a permis de faire avancer le schmilblick et ça, c'est une excellente chose. J'ai une dernière question qui vient d'arriver, Stéphanie, j'ai vu. Est-ce qu'une cataracte risque de réveiller un Birdshot? Est-ce qu'une opération, de la cataracte risque de réveiller un Birdshot? L'opération de la cataracte, j'imagine. De moins en moins, j'allais dire, avec les progrès de la chirurgie de la cataracte devenue micro-invasive. Là où la chirurgie, il y a encore 25 ans, durait 40-45 minutes, on est passé à des procédures qui sont plus proches des 10 minutes, voire un tout petit peu en dessous. Donc, on est moins invasif pour l'œil. La chirurgie de la cataracte elle-même crée moins d'inflammation. Puis, je vous rappelle que la chirurgie de la cataracte, c'est dans le segment antérieur de l'œil, contrairement à tout à l'heure, la vitrectomie, qui est effectivement proche de la rétine. Là, on est le plus loin possible finalement de la rétine, ce qui nous protège un petit peu. Pour autant, on se méfie toujours parce qu'un patient qui a une maladie de Birdshot, il va avoir un risque d'œdème maculaire après la chirurgie de la cataracte plus augmenté qu'un patient qui ne souffre pas de maladie de Birdshot. Ça, c'est sûr aussi. Donc, on les surveille, on renforce parfois un peu le traitement anti-inflammatoire de la cataracte, mais ce n'est pas une contre-indication et ça ne va pas aggraver de manière majeure la maladie. Certainement pas. Risque accru de ce qu'on appelle un syndrome d'Irving-Gass, c'est-à-dire le fameux œdème maculaire qui fait suite à la cataracte, mais y compris chez les gens qui n'ont pas de maladie de Birdshot. Ce risque-là, il est probablement un petit peu plus augmenté chez les patients souffrant de Birdshot. D'accord, ok. Je vois une question rapide de oui, Philippe, là, qui… est-ce qu'on est plus… Alors, vous avez répondu tout à l'heure, c'était l'inverse, en fait. Est-ce qu'on est plus entre la Birdshot et la DMLA. C'est-à-dire qu'a priori, il y a moins de gens, il y a moins de Birdshot sur les DMLA. Ouais, alors on ne l'a pas prouvé. Hein. C'est pour ça que je mets quand même des guillemets avec réserve. Mais c'est une impression qu'on a. Oui, sur les 400 patients qu'on suit, on a l'impression qu'on a beaucoup moins de dégénérescence maculaire que dans la population générale. Ça, j'aimerais bien le prouver. Ça fera probablement l'objet d'une future recherche. Mais en tout cas, les gens qui étaient âgés de plus de 80 ans, là, il n'y avait quasiment pas de DMLA dans le papier. Ouais. Ok, Monsieur Monet, merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous. J'espère que l'ensemble des personnes qui ont pu regarder et qui regarderont, j'espère par centaines, cette vidéo, ça les intéressera. Si bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Si j'ai la chance de connaître les réponses, je vous répondrai. Sinon, je ferai le lien vers le professeur Monet. Je sais que de temps en temps,
quand j'ai des questions vraiment auxquelles je peux absolument pas répondre, il me fait le plaisir de répondre à mes mails. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Au moins, ça permet d'avoir une réponse claire, nette et professionnelle. Un mot de la fin, peut-être, Monsieur Monet? Ben, moi, je voudrais vous féliciter, Monsieur Mignon au premier rang, mais aussi tous les membres de l'association pour la faire vivre. Et puis, on sera toujours à vos côtés et on se rendra le plus disponible possible parce qu'on sait combien c'est angoissant d'avoir ce genre de maladie. Donc, voilà, on reste à vos côtés. Et puis, merci à Monsieur Mignon de continuer à faire le lien. C'est toujours avec plaisir et c'est un plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous, à toutes vos équipes. Donc, merci infiniment, Monsieur Monet. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour à l'ensemble de vos équipes, mes amitiés à Monsieur Brézin, bien entendu, et ainsi qu'à l'ensemble de vos équipes. Et puis, bah voilà. Alors, par contre, n'oubliez pas là maintenant de mettre votre short et vos crampons parce que c'est le rugby qui va bientôt commencer. Donc, allez la France qui va rencontrer en Coupe du Monde. Hein, donc, c'est important aussi. Bon, plaisanterie mise à part, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Monsieur Monet, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.